comment on appelle ça? Qu'est-ce que je vais dire là? Oui. Développement des médecines ici. Si les frontières étaient fermées à ces personnes-là, qu'ils étaient obligés de se soigner en Afrique, vous allez voir tout de suite que je vois des actions d'assistance. Le CHU, on prend le cas de la Côte d'Ivoire singulièrement. Le CHU de Cocody est fermé. C'est pour être. Est-ce que ça a été dit que le CHU de Cocody est fermé les urgences, parce que désormais les ministres vont se faire soigner là-bas? Non. Tant que les dirigeants africains, les autorités africaines, les riches africains iront se soigner en Europe. Vous demandez alors qu'on soit regardant sur la qualité des soins et qu'on dote nos hôpitaux d'infrastructures qui vont avec, je vais dire... Si on se met ensemble, si les Africains se mettent ensemble, même si la CEDEAO, les présidents même se mettent ensemble, ils construisent un très bon hôpital ici où eux-mêmes peuvent se faire soigner. Je pense que tout ce que la dame vient de dire, les appareils, les ordinateurs et autres, ça va se retrouver là. Et on pourra trouver des solutions. On va clore ce chapitre avec Mme Soumaye sur la même question. Ou... Oui, effectivement, quand on dit je ne supporte pas en fait. Parce que le virus Ebola aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'un individu, du ministère de la Santé, même de madame le ministre de la Santé. Mais c'est une histoire de tout un chacun, même nos autorités, dans les différents villages, pour battre les campagnes là. Ils connaissent les noms des villages. Ils savent que dans un village de Soubré, par exemple, il y a 10 villages. Ils savent que dans un village de Gagnoua, il y a tant de... Mais allez-y, ils peuvent aller quand même dans les directions régionales de la santé, prendre des ONG, la liste des ONG. Vous faites ça déjà, non? Pour sensibiliser les gens. Mais moi, je ne peux pas le faire. Il y a des ONG en Côte d'Ivoire, mettez les moyens à la disposition de ces ONG-là. Ils vont aller dans les campements les plus loin, plus éloignés, pour pouvoir sensibiliser la population. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à la télévision. Dans les campements, dans les villages, tout le monde n'a pas accès à la télévision. Ils ne savent même pas lire, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il faut aller vers ces populations-là pour mieux expliquer. Aujourd'hui, moi, dans mon village, je ne peux pas aller m'arrêter comme ça pour dire non, ne mangez pas la viande de brousse, ne mangez pas le temps. Quelle explication je donne? Il faut donner une explication pratique. Non, mais franchement, vous ne pouvez pas leur dire ça, leur dire que le virus peut se transmettre par la consommation de viande de brousse. Par exemple, dans mon village à Bangolo, il y a un village où on ne mange même pas du poisson. Il y a un autre village où on ne mange même pas la viande de bœuf. Cette histoire d'Ebola, ce n'est pas une petite histoire, vous comprenez? Il faut prendre des mesures. Non, oui, mais il faut leur dire que nos autorités... Non, j'arrive. Ce que la dame dit, je l'ai déjà dit ici la dernière fois, quand dans les restaurants, ils ont dit d'arrêter de manger les agoutis et que je demandais qu'en même temps, il faut qu'on puisse créer des actions, c'est-à-dire subventionner le poisson pour donner à ces personnes. Quand la dame dit quand elle va au village, qu'on dit on ne mange pas de l'agouti, mais est-ce qu'elle a un camion qui est chargé de poissons? Vous dites, tenez, vous remplacez. C'est ça qui est le problème. Et comment c'est ça qui est le problème. Attendez, non, c'est pas ça le problème. Je veux dire c'est l'un des problèmes, madame. Oui, effectivement. Mais je veux dire quoi par là, monsieur Mohamed? Je veux dire quoi? Quand tu pars vers une population, vers un village pour expliquer la maladie, il faut avoir aussi quand même les mains chargées. Il faut donner de l'exemple. Pour leur propre survie. Oui, mais ils sont là, ils ne savent pas. Ils font quoi? Excusez-moi, la communication que vous allez effectuer là, leur permettra de savoir. Donc, il faut pardon? La communication ne suffit pas. J'ai un petit souci avec les ONG. Oui. Vous voyez les ONG internationales comme Oxfam, etc. Okay. Vous savez que c'est des fonds privés qu'ils lèvent. C'est-à-dire, quand tu vas en Europe, souvent, ils t'accostent dans la rue, ils expliquent leurs actions et il y a des gens qui cotisent pour pouvoir... Et ils anticipent. Pourquoi les ONG localement ont besoin toujours de l'appui de l'État, tout en sachant que on peut mener des actions pour récolter des fonds. D'accord. On va répondre à la question tout de suite. Non, à tout à l'heure. Parce que ça, c'est le cœur du débat et du sujet. Les temps forts de la semaine dernière vous seront proposés tout de suite par Fatou Coulibaly et toute son équipe. Nous étions toujours dans l'Ebola et ses impacts sur la société africaine. Quand même dans un pays, l'un des pays les plus riches de la sous-région ouest africaine. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on peut dire que lorsqu'un malade arrive à l'hôpital, que les médecins se cherchent. Avec la fermeture des frontières, en plus de ralentir l'économie, cela ne va pas empêcher l'entrée du virus. Mais si on trouve au niveau de nos frontières des corridors humanitaires, ceci va permettre de gérer des déplacements. Chacun donne en tout cas à sa façon de voir les choses. Monsieur Yaya Diallo s'est exprimé en disant « Pour moi, les corridors humanitaires sont bienvenus. C'est vrai que le virus Ebola est une maladie vraiment dangereuse. Quelques frontières déjà fermées. C'est bien pour ne pas que le virus se propage partout. Soyons un peu solidaires avec les pays voisins affectés, on va dire infectés, avec les corridors humanitaires. Car là, nous sauve, cette maladie passera. » Je suis dans un contexte bien précis. Je ne parle pas d'un cas général.
On dit que Ebola, même celui qui a Ebola, quand on le touche, on dit qu'on est contaminé. Ça, c'est entre guillemets. Mais le médecin, je pense que le médecin doit avoir des dispositions. C'est ce style de communication-là qui doit être fait avec les médecins et qui doivent accepter que, en tant que médecin, ils doivent être les premiers conseillers, ils ne doivent pas être les premiers à faire. Très bien, retour sur ce plateau. Patrick, bien avant de passer de l'autre côté, nous intéresser à l'action des ONG sur le terrain par rapport aux mesures préventives, par rapport à la sensibilisation, parce que les deux camps se jettent la pierre, hein. Les ONG trouvent qu'on ne leur donne pas assez de moyens, les autorités trouvent qu'une ONG, c'est une ONG, donc elle doit faire son travail, parce que en amont, il y a des liens que vous avez tissés, donc voilà, des engagements qui sont respectés en amont, donc mettez-vous au travail. Alors, vous qui êtes chez vous, dans vos localités, vous qui êtes dans vos différents quartiers, dans vos différents pays, est-ce que vous sentez aux côtés des États les actions des ONG? Est-ce que les ONG s'impliquent? 22 42 54 et aussi facebook.com/ on garde les contacts. Alors Patrick, l'état des lieux. L'état des lieux aujourd'hui, nous allons nous diriger à quelque part en Afrique de l'Ouest, précisément au Libéria et en Guinée, où des populations ont encore doute de la présence d'Ebola. Alors qu'il est important de rappeler les chiffres, il faut dire que l'épidémie qui s'est déclarée en mars en Afrique de l'Ouest fait 3439 morts sur 492 cas diagnostiqués. D'ailleurs, les pays les plus touchés sont le Libéria avec 2069 morts, la Guinée qui en compte 739 morts et la Sierra Leone qui compte 623. On est encore étonné de cette question qui se pose dans certaines localités du Libéria et de la Guinée à travers cet élément fait par nos confrères de iTélé. Ce centre médical est tout neuf. Il a été inauguré hier à Monrovia, quelques heures à peine après qu'une autre structure de soins de la capitale libérienne a été attaquée par des hommes armés de gourdins. Ils ont pillé les lieux, effrayant les malades, et selon les témoins, ils scandaient qu'Ebola n'existe pas. L'incrédulité d'une frange de la population, c'est aussi cela qui favorise l'épidémie. Je ne sais rien d'Ebola, je n'ai jamais vu de malade. Ils disent que ça tue des gens, mais difficile d'y croire puisqu'il n'y a pas de preuves. En avril, des habitants d'un village guinéen s'en étaient pris aux équipes de Médecins sans frontières qui souhaitaient mettre un malade à l'isolement. 5 mois plus tard, à quelques kilomètres côté libérien, les comportements restent problématiques. Ils pensent que quand on vient chez eux, c'est pour les déclarer malades d'Ebola. Alors certains, quand ils nous voient, se mettent à pleurer. Dans la gestion de cette crise, tous les dirigeants ouest-africains n'ont pas été exemplaires. Le président guinéen, par exemple, affirmait il y a quelques mois que le virus était sous contrôle et déplorait le tapage des ONG. Il a depuis pris des mesures, comme la destruction de ce bidonville jeudi dernier. J'engage tout le monde à respecter, à faire respecter l'état d'urgence sanitaire. Cela commence par l'assainissement des lieux. Pas sûr que mettre dans la rue les habitants de cette favela empêche réellement la propagation d'Ebola, qui a déjà tué plus de 1100 personnes selon l'OMS. Voilà, venez de voir ce document qui montre encore que le combat est mené côté communication. D'autres personnes doutent véritablement de la présence d'Ebola, pendant que on dit aussi que voilà, des personnes sont attaquées pour ceux qui viennent, par exemple, essayer de détecter un cas qui se retrouve à présent peut-être sur une localité bien donnée. Ismaël Diop a attiré l'attention surtout de l'élite concernant ce comportement qui est des plus dangereux. C'est vraiment dangereux de réagir ainsi aujourd'hui. L'élite doit tout faire pour éviter ce genre de réflexion. Je pense que c'est une réalité. Tous les jours, les chiffres montent et cet élément est à placer dans son contexte. Parce qu'après, la Guinée et tous les autres pays se sont mis au sérieux. La Guinée, vous connaissez les actions. La Sierra Leone, 3 jours de confinement de toute la population. Les résultats, vous les connaissez. Et le Libéria, vous voyez aujourd'hui que les actions sont menées même depuis l'international. Alors, est-ce que vous êtes confronté à des gens qui ne croient pas du tout à ce que vous faites comme combat, qui disent que la maladie est fantaisiste? Oui, effectivement. Dans nos villages aujourd'hui, à Abidjan, même à l'intérieur du pays, il y a des personnes qui ne croient pas. Des personnes, fort heureusement, pas tout le monde. Pas tout le monde, il y a des personnes qui ne croient pas. Donc il faut avoir des images, des malades, effectivement, pour pouvoir sensibiliser les personnes sur cette maladie-là. Donc en plus des moyens, vous avez besoin des images.
images aussi. Hein. On a besoin des images, on a besoin des seaux. Par exemple, pour donner l'exemple à un villageois, comment se laver les mains, tout et tout. Il y a des seaux qui sont appropriés. Il faut faire la démonstration, il faut montrer aux gens comment il faut faire tout et tout. Il faut faire des images, il faut faire des diapos la nuit, il faut sensibiliser les gens, il faut faire venir le monde pour que les gens puissent comprendre. Puisqu'on ne sent pas les ONG, c'est pour ça qu'on ne sent pas les ONG. Ah, vous répondez déjà à la question. Hein? Oui, on ne sent pas les ONG. D'abord, pour prendre la parole, je tenais d'abord à dire merci à notre ministère de tutelle, parce que le 19 dernier, on a formé les ONG qui sont partenaires au ministère de la Santé. Les ONG partenaires au ministère de la Santé qui ont droit à chaque année à avoir une petite subvention pour nous aider dans nos différentes structures. Vous comprenez? Donc après la formation, on nous a dit d'aller sur le terrain pour aller former les ONG. On va comment? D'accord. Retour. Ça fait la deuxième question à laquelle on va répondre. 22 40 12 54, facebook.com/ on garde le contact. Ici, c'est la force de l'argument qui passe. Hein. C'est votre émission en direct et interactive. On vous rappelle que vous nous suivez entre midi et 2, alors vous êtes en direct. Si vous nous suivez après 23 h, vous suivez la seconde diffusion et dans ce cas, vous ne pouvez intervenir qu'avec Internet. À tout à l'heure. Garde le contact. Lundi, maladie à virus Ebola en Afrique. Sentez-vous une réelle implication des ONG? Selon moi, les ONG ne s'impliquent pas suffisamment. Mardi, maladie à virus Ebola. La mobilisation internationale porte-t-elle fruit? Moi, à mon niveau, je vois que le message passe. Mercredi, promotion d'œuvres artistiques en Afrique. Créer le buzz fait-il réellement décoller? Créer le buzz aujourd'hui est un grand moyen aussi pour se faire connaître. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Elle est au 22 42 54. Elle se nomme Marie et nous appelle de Côte d'Ivoire, district d'Abidjan, commune de Cocody, quartier Angré. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. La question, vous la connaissez, elle est toute simple aujourd'hui. Est-ce que vous sentez l'implication des ONG dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola? Oui, je vais d'abord... Allô, vous êtes en direct, Marie? Oui, d'accord, ok. Donc, je voudrais dire, par rapport aux ONG, d'abord, avant de répondre à votre question, parce que souvent, les ONG doivent savoir, quand on dit ONG, organisation non gouvernementale. Oui. 1. 2, comme l'autre le disait, en costume, là, sur le plateau. Diop. En opposition à Seydi. Voilà, c'est pour dire qu'une ONG, il faut d'abord faire la recherche des fonds. Quand on rentre dans une ONG, bien souvent en Afrique, ça a été plus politique, après ça se transforme en poids électoral, tout ça. Non. L'ONG, il faut travailler chacun. Et quand les membres arrivent, il faut faire comprendre aux membres qui vont donner ce don de soi, physique, moral, financier. La recherche de dons, en parler autour de soi, recueillir, et comme on dit, prévenir, parce que l'Afrique a toujours des problèmes. Donc quand on est une ONG, il faut prévenir déjà, pour être parmi les meilleurs. Et de 2, comme la dame disait, il faut aller former des ONG. Mais une ONG qui va former une ONG, moi je ne trouve même pas ça d'abord bon, mais point d'interrogation. Chaque ONG doit se constituer, se former. On n'a pas à former des ONG. Parce que c'est des pensées privées et tout. Bref, nous ne les voyons pas sur le terrain parce que d'abord, ils n'ont pas 100% la faute. Ebola a eu des communications bien diverses. On a vu tout de suite dans votre résumé. En Guinée, le président, après, il est venu dire... moi, j'ai bien suivi pour la Guinée. Effectivement, il y avait même... C'était politisé même. Il était interdit même de parler sur les antennes. C'était contre le président, d'après certains. Après, ils ont dit qu'effectivement, il fallait faire la communication. Et quand tu n'as pas une bonne communication, déjà, toi-même, tu dois aller communiquer en tant qu'ONG. Mais tu as peur. Ebola, il ne faut pas se toucher, il ne faut pas se fier. Bon, ce n'était pas évident. On ne les sent pas parce qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à se prendre au sérieux. S'ils se prennent vraiment au sérieux, là, vraiment, on n'a même pas besoin d'attendre le gouvernement, on allait les voir partout. D'accord. Voilà. Parce qu'il est temps maintenant que les ONG avec Ebola, la dame sur le plateau, je l'aime bien, elle a une bonne présence, je compte sur elle pour que vraiment
elle secoue un peu le milieu, que désormais, État ou pas État, le saut et tout ça, c'est des choses qu'elles peuvent trouver un peu. Il y a des bonnes hommes qui sont là. Quand on veut faire des parrainages dans les quartiers, là, on voit. Donc, mon cher, qu'elles se débrouillent eux-mêmes. En Europe, c'est comme ça. On dit qu'il ne faut pas copier l'Europe, mais il faut copier ce qui est bon. Merci. En Europe, c'est comme ça. Et puis, rapidement, je vais vous dire, pour le corridor sanitaire, là, moi, j'étais d'accord au départ, parce que l'Afrique, on est très têtu. Il fallait fermer, sensibiliser, puis maintenant faire un corridor sanitaire. Mais vraiment, fermer aussi était bien, quand même. Parce qu'il y allait avoir flux, la maladie allait. Il ne faut pas toujours être sensible en Afrique, on est trop sensible dans les choses. Voilà. Fermer, il faut fermer. On peut fermer 3, 4, 5 jours, une semaine. Le temps de rapidement former puis mettre le corridor. Bon, j'ai parlé un peu vite pour laisser la place parce que ce n'est pas facile de vous avoir. Merci Marie. Merci, excellente journée. Alors, on retiendra, une ONG ne doit pas forcément attendre des moyens de l'État. Bon, ce que vous attendez en partie, et aussi faire se faire former, mais vraiment faire du volontariat. On se lever pour combattre un mal tel la maladie à virus Ebola, et peut-être plus tard, les résultats, vous aurez peut-être quelques moyens, mais de par votre définition, ONG, organisation non gouvernementale, le cordon ombilical entre vous et le gouvernement peut gêner en partie vos actions. Vous êtes d'accord ou non? Si, je suis d'accord, mais d'abord, pour la formation dont j'ai parlé tout à l'heure, le virus Ebola, non? Le virus Ebola, c'est une maladie même qui a chopé tout le monde. Il y a des médecins même qui ne savent pas tout et tout. Donc, c'est pas nous des ONG qui n'ont même pas reçu de formation de médecine, qui n'ont même pas été formés. Donc, il a trouvé l'action vraiment bien que maintenant le ministre décide de former les ONG. Donc, je ne sais pas si la dame a compris ce que je. Oui, bon, on ne vous demandait pas de guérir, mais on vous demandait de sensibiliser, dire ce qui. D'abord, alerter l'opinion, dire qu'il y a un mal qui existe, qui est une maladie dangereuse. Un peu partout pour pouvoir former la population. Maintenant, dont on parle des moyens que nous dépendons de l'État, nous ne dépendons pas de l'État. Et vous êtes là tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi les ONG attendent les miettes de l'État, tout et tout, de l'argent à travers l'État. Mais vous-même, vous êtes là. Si j'envoie une fiche dessus pour dire l'ONG Lumière, parce que nous occupons de la santé mentale, que nous avons besoin d'un peu d'argent, aidez-nous. Les autorités de ce pays, des grands hommes de ce pays refusent de faire parler leur cœur. On fait comment? Non, mais pas tous, non? On a vu avec le SIDA ici, les gens étaient... Moi, je vous dis, à tous les carrefours, on voyait... Moi, je vous dis, Mohamed, on a organisé un dîner gala à Yamoussoukro. Un dîner gala pour aider les malades mentaux à Yamoussoukro. Nous avons un site à Zatam où nous devons construire ce site-là. On a organisé le dîner gala, on a dépensé 3 millions. Les gens qui sont arrivés, plus de 200 personnes, ils ont mangé, ils sont partis. Je vais parler comme ça directement. Les gens ont pris des repas, ils ont bien mangé, ils sont partis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes endettés. Oui, mais un autre dîner gala. Ça demande les moyens. Ça demande les sous. Je suis président d'une ONG. Ça demande les sous. On a organisé un dîner gala, les gens sont venus, ils ont pris les bons plats, ils ont mangé, ils sont partis. Jusqu'au jour où je vous parle, je suis assise là, nous sommes endettés. Mais ça veut dire que vous pouvez changer de moyens d'action. Les 3 millions auraient pu résoudre les 3 millions d'organisations d'un dîner gala pour résoudre un problème. Nous, on a organisé le dîner gala d'abord pour sensibiliser la population sur la maladie en question, pour faire connaître même la structure, et puis de là, faire parler votre cœur. D'accord. Bon, la frontière... En Europe, vous parlez de l'Europe, en Europe, c'est ces genres d'actions qui rapportent de l'argent aux ONG. Mais en Côte d'Ivoire, ici, là, c'est impossible. Mais c'est parce qu'en Côte d'Ivoire... C'est impossible. J'ai fait plusieurs émissions même avec... ici, madame, il faut avoir le courage de reconnaître, au moins 50% ou 69% des ONG en Côte d'Ivoire, il y a deux types d'ONG. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Hein. Il y a des ONG qui sont à la solde des partis politiques, qui sont toujours prêts à condamner avec la dernière énergie, le mot revient toujours, les actions de ceux qui sont opposés à leur parti. Je viens, mais c'est ce qui existe beaucoup. Il y a une autre ONG, il y a une autre partie, et un autre genre d'ONG aussi, qui sont experts en constitution de dossiers pour avoir des financements à l'étranger. Donc c'est difficile qu'on prenne ces gens de personnes, ces gens d'ONG au sérieux. C'est ça qui est le problème. Sur moi, je suis président d'ONG, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de créer au niveau de mon ONG des activités qui peuvent me permettre d'avoir certains fonds pour fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Donc je ne dépends de personne. Je n'ai pas de partenaire. J'ai moi-même enlevé de l'argent de ma propre poche. Et comme je suis une ONG culturelle, j'ai créé un studio d'enregistrement. J'ai créé, comment on appelle ça, un groupe musical. J'ai créé certaines choses pour pouvoir avoir de l'argent. Ça c'est votre exemple. D'accord. Je pense que c'est très simple. Hein. Écoutez, quand on est une ONG,
ça veut dire qu'on n'est pas affilié à l'État. Bien sûr. Et que, par exemple, comment est-ce que vous pouvez comprendre que dans toutes les crises en Afrique, dans tout, même quand c'est une crise, que ce soit de guerre ou des maladies, c'est des ONG venant d'ailleurs qui décrivent, qui font des enquêtes. C'est-à-dire, ils vont sur le terrain, ils font des recherches, ils sortent des dossiers pour dire dans tel secteur, il y aura des problèmes. Pendant ce temps, dans cette même zone-là, existent des ONG qui attendent que ces autres ONG internationales fassent des déclarations pour que nous, on suive ces personnes-là. Parce qu'on n'anticipe pas. On n'anticipe pas. Il faut lever les fonds avant que la maladie n'arrive. Dans le cas de votre action, c'est de monter un dossier et montrer la nécessité de construire un centre pour ces enfants-là. Comme l'a fait Médecins Non, mais il y a des institutions à part. Non. Médecins sans frontières, par exemple. Oui, mais il y a des institutions. Écoutez, les Médecins sans frontières, tout et tout, ils viennent comment? Ils quittent l'Europe, ils viennent comment? D'accord. Ils viennent avec les moyens, ils viennent avec les fonds pour pouvoir sensibiliser la population. Mais les fonds, ils les ont. Les fonds, ils viennent de leur population. C'est pas les fonds. Ils montrent la nécessité. Les fonds viennent de leur population. C'est des autorités, des hommes politiques, des hommes d'affaires qui cotisent là-bas pour remettre à ces ONG-là et ils viennent faire le travail. Ici, il faut le faire. D'accord. On va marquer la pause. Il faut reconnaître aussi que nos autorités aussi ouvrent les bras aussi aux ONG étrangères. Oui. Alors, ça, c'est tu montes un dossier, tu déposes. Moi, on a fait une campagne de sensibilisation sur la santé mentale, la place des examens aux élèves. On a déposé les dossiers partout. Il n'y a pas eu de retour. Très bien. Très bien. On aura l'occasion de continuer cela. Merci Diop, merci Madame Soumaye, merci aussi à Seydina. Patrick, une ou deux réactions sur la toile et ce sera la fin. D'accord. On se donnera rendez-vous demain. Des réactions contradictoires. D'abord, M. Laïbi Bolifranc nous dit « Il ne faut pas le nier, les ONG tentent à leur façon d'apporter leur aide à la lutte contre Ebola. Peut-être que cela n'est pas suffisant, comme le disent certaines personnes, mais cela est à l'image de toute la communauté dans la mesure où le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. En Côte d'Ivoire, nous avons vu des ONG comme l'ONG Renège Côte d'Ivoire de M. Jean-Louis Bois, qui a fait don de dispositifs de lavage de mains aux écoles de Port-Boué et à Bobo. Une autre a fait une campagne de sensibilisation de la population sur la lutte contre Ebola. Pour tout dire, les ONG jouent amplement leur rôle. Peut-être qu'elles ne sont pas nombreuses, c'est vrai, mais il faut le féliciter, celles qui le font. Nous allons terminer avec M. Guy Martial Thiédé qui nous dit sérieusement, les ONG ne font pas leur rôle. Regardons en Guinée par exemple, les zones qui ont été déclarées comme des zones atteintes, aucune ONG n'est prête pour aller donner de quoi à se nourrir à ces familles qui y vivent. C'est ce qui pousse ces personnes-là à s'évader de ces endroits à cause de la famine qui y sévit. Or, si ceux-là ne sont pas encadrés ou suivis, je vous dis que cela va se propager et au fur et à mesure. Est-ce qu'on leur a permis cela aussi en Guinée parce que les zones étaient vraiment enclavées? Merci beaucoup. Merci Madame Soumaye Larissa, présidente fondatrice de l'ONG Lumière et Vie. Merci, ne vous découragez pas, continuez à faire des actions, continuez à sensibiliser. Je pense que la lumière sera au bout. L'ONG s'appelle la Lumière et Vie. Merci. Il faut des êtres humains pour qu'il y ait la vie. Donc, battez-vous que les êtres humains soient en bonne santé. Il faut que les gens ouvrent leur cœur pour le centre des malades, des jeunes malades. Je pense que ça, c'est une action qui sera bien pour la région, surtout que c'est dans la région de Zata. De Yamsokro. Je crois que les cadres de Yamsokro, c'est des gens qui ont qui on espère bien. Il faut aussi quitter aussi d'informer des modes pour que les ONG passent par là. Une ONG, c'est vrai, c'est une association de volontaires, mais il faut des